Un vent glacial souffle sur le Kremlin en ce moment. Et non, ce n'est pas l'hiver russe. Vladimir Poutine vient de découvrir que son pari était complètement erroné. Il s'attendait à ce que l'Europe abandonne, que l'Occident se lasse, que le temps joue en sa faveur, mais quelque chose s'est produit, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible. L'Allemagne a pris une décision historique, confirmée par la France et le Royaume-Uni. Et maintenant, 800 000 hommes se préparent. Et la partie la plus brutale, Poutine va payer pour tout cela. Commençons par l'erreur de calcul qui a détruit le plan de Poutine. Le dirigeant russe avait une stratégie simple. Il croyait que l'Europe allait se lasser, que les Européens allaient regarder leurs factures d'énergie, voir l'inflation augmenter et décider que l'Ukraine n'en valait pas la peine. La formule de Poutine était claire, tant plus pression économique égale victoire russe. Mais un événement a totalement bouleversé ce calcul. L'Europe est devenue plus forte, pas plus faible. Et ce n'était pas un petit changement, c'était une transformation complète. Quand vous entendez le chiffre de 800 000, cela peut sembler abstrait. Alors, rendons cela concret. Nous parlons d'une force militaire plus grande que toute l'armée britannique. Une mobilisation que l'Europe n'avait pas vue depuis la guerre froide. Et cette force a un nom. Opération Plan d'Allemagne. Maintenant, vous devez vous demander qui sont ces personnes, d'où vient cette force. La réponse ? Eh bien, ça va te surprendre. Parce que le pays qui mène cette mobilisation est justement celui que Poutine pensait ne jamais voir réagir. L'Allemagne. L'Allemagne a longtemps symbolisé la prudence. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a construit son identité sur le pacifisme. Éviter le conflit, toujours négocier, ne jamais escalader. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, l'Allemagne a mis des mois à envoyer des casques. Oui, des casques. Poutine a vu cela et en a tiré une conclusion. L'Allemagne n'a pas le courage pour la guerre. Mais le temps a prouvé qu'il avait tort. Parce que quelque chose a changé dans la société allemande. Et ce n'était pas un petit changement, c'était profond. Un sondage récent a montré que 56% des Allemands approuvent désormais l'envoi de troupes en Ukraine. Réfléchissez-y un instant. Plus de la moitié de la population allemande est prête à envoyer ses soldats sur le sol ukrainien. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela signifie que l'Allemagne s'est réveillée. La société allemande a vu la Russie avancer en Ukraine et a pensé « Si nous n'arrêtons pas cela maintenant, nous serons les prochains ». Quand l'Allemagne décide de se mobiliser, les choses se passent. Nous parlons de la plus grande puissance industrielle d'Europe. La machine qui produit Mercedes, BMW et certains des meilleurs équipements militaires du monde. Quand cette machine se met en marche, elle ne démarre pas lentement. L'Allemagne a ajouté 3 milliards d'euros au budget de la défense. Elle fabrique des missiles Taurus, capables d'atteindre des cibles à 500 km/h. Et le plus important, Berlin a assumé le rôle de coordinateur. Le pays autrefois craintif de l'escalade organise désormais la réponse européenne. Mais l'Allemagne n'est pas seule. La France et le Royaume-Uni sont entrés ensemble. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dit quelque chose qui a mis le Kremlin en alerte. Des soldats britanniques sont prêts à mettre le pied sur le sol ukrainien dès que les combats cesseront. La France, sous la direction de Macron, a commencé à briser des tabous diplomatiques en parlant ouvertement de la présence militaire européenne en Ukraine. 3 pays, 3 puissances militaires avançant ensemble. Mais, à ce moment-là, une question est inévitable. Ces soldats vont-ils combattre la Russie ? Cela ne serait-il pas la Troisième Guerre mondiale ? Et la réponse est non. Parce que le plan européen est génial. Pour comprendre ce plan, laissez-moi vous montrer un problème tactique auquel l'Ukraine est confrontée. L'armée ukrainienne possède certaines de ses meilleures brigades, ses soldats les plus expérimentés, ses unités les mieux entraînées. Mais savez-vous où se trouvent ces troupes ?
Elles sont stationnées à la frontière avec la Biélorussie, simplement en train de monter la garde, attendant une attaque qui n'aura peut-être jamais lieu. La raison ? La Russie et la Biélorussie peuvent ouvrir un second front à tout moment. Donc l'Ukraine n'a pas vraiment le choix. Elle doit maintenir ses troupes d'élite là-bas, immobilisées, pendant que la véritable guerre se déroule dans le Donbass, à 600 km au sud. C'est comme laisser ses meilleurs joueurs sur le banc pendant un match difficile. L'Europe a regardé cela et y a vu une opportunité. Le plan est le suivant. Des troupes européennes prennent le contrôle de la frontière nord, assurent la sécurité de Kiev, protègent l'arrière et effectuent le travail défensif. Et qu'arrive-t-il à ces brigades ukrainiennes d'élite qui étaient coincées au nord ? Elles sont libérées. Toutes ces brigades. Et elles partent directement sur le front, à l'est. Imaginez l'impact de cela. Des dizaines de milliers de soldats vétérans qui ont déjà combattu et connaissent le terrain, arrivant dans le Donbass en une seule fois. Cela change l'équilibre des forces du jour au lendemain. L'Europe contribue avec une armée entière sans tirer un seul coup de feu. C'est la stratégie du bouclier du Nord. Simple, brillant et totalement légal selon le droit international. Parce que les troupes européennes ne seraient pas en zone de combat. Elles seraient dans une zone sûre, permettant à l'Ukraine de mener sa propre guerre plus efficacement. Poutine misait sur l'usure, sur une guerre d'attrition. L'Europe vient de lui retirer cet avantage. Mais il y a un détail dans cette histoire qui était presque poétique dans son ironie. Tu te souviens que j'ai dit que Poutine allait payer pour tout ça ? Et tu sais, je le pensais vraiment. Ce n'était pas une métaphore. L'Europe a gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs russes. C'est de l'argent de la Banque centrale de Russie qui était investi en Europe. Quand la guerre a commencé, l'Union européenne a tout gelé. Maintenant, voici le coup de maître. Cet argent est bloqué, mais il génère des intérêts. Et l'Europe a décidé d'utiliser ces intérêts pour financer l'Ukraine. Des millions et des millions de dollars sont transférés chaque année. En achetant des munitions, des drones, des systèmes de défense aérienne patriotes. Poutine finance littéralement les armes qui sont utilisées contre sa propre armée. Chaque missile qui frappe une position russe, chaque drone qui détruit un char, est payé avec de l'argent russe. L'ironie, et c'est brutal, réfléchissez-y. La Russie perd une division entière de soldats par mois, selon des rapports de renseignement. Et l'argent, de l'argent qui pourrait servir à reconstruire l'économie russe, est utilisé pour rendre ses pertes encore plus importantes. Mais l'histoire devient encore plus intéressante lorsque l'on regarde les alliés de Poutine. Parce que, tandis que l'Europe s'unit, la Russie découvre que l'amitié en géopolitique a un prix. Parlons de la Chine, par exemple. La Russie et la Chine ont officiellement un partenariat sans limite. C'est ce qu'ont annoncé Xi Jinping et Poutine quelques semaines avant l'invasion. Une amitié éternelle. Des frères contre l'Occident. Mais en pratique, eh bien, c'est une autre histoire. La Russie a construit le gazoduc géant Power of Siberia vers la Chine. Cela devrait être un symbole de coopération, mais aujourd'hui, c'est un symbole de dépendance. La Russie vend du gaz à la Chine à prix réduit parce qu'elle n'a pas d'autres acheteurs. La Chine le sait et en profite. Il y a des plans pour un deuxième gazoduc, mais les Chinois ne sont pas pressés. Ils veulent des réductions plus importantes. La Russie n'a aucun pouvoir de négociation, et la situation est pire dans le commerce. La Chine exporte smartphones, voitures, technologies avancées. La Russie exporte gaz, pétrole, minerais, soit des matières premières. Leur relation est devenue coloniale. La Russie est le fournisseur de ressources bon marché. La Chine est la puissance industrielle qui dicte les règles. Et il y a plus. Le yuan chinois a remplacé le dollar dans le commerce russe. On dirait une victoire sur l'Occident, non ? Mais concrètement, cela signifie que la Russie dépend désormais du système bancaire chinois. Le gouvernement chinois contrôle le flux d'argent russe. Il y a sans doute quelque chose d'encore plus douloureux pour Poutine. Après tout, pourquoi la Chine n'aide-t-elle pas davantage ? Pourquoi n'envoie-t-elle pas d'armes, de technologies militaires, de soutien réel ? Et la réponse à cette question se trouve en Europe. La même Europe qui mobilise 800 000 soldats.
Parce que 59% des Allemands considèrent désormais la Chine comme une menace économique. Et l'Europe envoie un message clair à la Chine. Si vous soutenez militairement la Russie, notre partenariat commercial prendra fin. La Chine, de son côté, observe tout cela et fait certainement ses calculs. D'un côté, la Russie, un partenaire de plus en plus faible qui achète à prix réduit. De l'autre, l'Union européenne, le marché le plus lucratif du monde. Le choix est évident. Alors, que fait la Chine ? Elle envoie certains équipements à usage multiple, des semi-conducteurs qui peuvent être utilisés dans des drones, des composants à usage civil mais aussi militaire. Elle en fait assez pour ne pas abandonner complètement la Russie, mais c'est loin, très loin du soutien dont Poutine a besoin. Et la Corée du Nord ? Poutine importe des munitions nord-coréennes, des obus stockés depuis la guerre froide, du matériel que même la Corée du Nord ne veut pas utiliser. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de désespoir. Pendant que l'Ukraine reçoit des missiles Taurus de l'Allemagne, des missiles qui peuvent atteindre le Kremlin si nécessaire, la Russie emploie des arcs ou des munitions rouillées de Pyongyang, illustrant l'ampleur du changement stratégique actuel. Mais maintenant vient la question qui importe. Quand exactement cela va-t-il se produire ? Ou est-ce simplement une menace pour forcer Poutine à négocier ? Regardons les signes concrets. Le Royaume-Uni a déjà confirmé. Des troupes britanniques entreront en Ukraine dès qu'il y aura un cessez-le-feu. La question n'est pas si, mais quand. L'Allemagne a inscrit 3 milliards d'euros au budget de 2026 spécifiquement pour le soutien à l'Ukraine. On n'inscrit pas des milliards dans le budget à long terme, si ce n'est qu'un bluff. Et il y a un autre signe. Marco Rubio, représentant de Donald Trump, a assisté à des réunions avec la coalition européenne. Il est parti en affirmant que les discussions étaient très positives. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, la situation était complètement différente. Un plan de paix était négocié en secret. Il y avait 28 points. Et en gros, il demandait à l'Ukraine de se rendre, quitter l'OTAN, réduire son armée, accepter de perdre du territoire. L'Europe a vu ce plan et a dit un grand non, et a forcé une révision complète. Le nouveau plan comporte 19 points, mais inclut désormais une présence militaire européenne, de vraies garanties occidentales, une sécurité réelle. L'Europe a renversé la situation. Une reddition ukrainienne s'est transformée en plan avec troupes européennes et garanties de sécurité. Et, apparemment, même l'administration Trump accepte cette nouvelle réalité. Comme vous pouvez le voir, Poutine a fait un pari. Il a parié sur la faiblesse de l'Occident, la division de l'Europe et le temps en sa faveur. Il a cru à sa propre propagande. Mais la réalité est tout le contraire de ce qu'il avait imaginé. Non seulement l'Europe n'a pas cédé, mais elle s'est armée. L'Allemagne, dépassant son pacifisme, est devenue le moteur de la réponse militaire. L'OTAN ne s'est pas divisée, elle s'est élargie. Pendant ce temps, la Russie se retrouve dans une position de plus en plus isolée. Elle perd des soldats qu'elle ne peut pas remplacer, dépense de l'argent qu'elle n'a pas, et dépend d'alliés qui font payer cher leur amitié. Elle découvre que ses actifs à l'étranger financent désormais son ennemi. Poutine voulait une guerre rapide, il a obtenu une guerre longue. Il voulait diviser l'Occident, il a uni l'Europe. Il voulait affaiblir l'OTAN, il a fait grandir l'OTAN. Le vent glacial au Kremlin. Ce n'est pas l'hiver, mais la réalité qui frappe. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Europe devrait-elle vraiment envoyer des troupes en Ukraine ? Ou cela va-t-il trop escalader le conflit ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.